Bonsoir tout le monde. Donc, je pense qu'on va enchaîner avec la session en français de la programmation des stimulateurs métroniques. Et cette partie va être divisée en deux parties. La première partie, c'est une partie qui va concerner comment programmer un pacemaker métronique euh, en cas de bloc auriculo-ventriculaire et comment programmer un pacemaker métronique en cas euh, et comment programmer un pacemaker métronique en cas de dysfonction sinusale. Lorsqu'on va ouvrir un programmateur métronique, la première page dans les nouvelles plateformes, ça va être comme suit. Donc, ça veut dire au niveau d'en haut, on va voir le CG qui va être affiché. Deuxièmement, on peut avoir les EGM à côté. Et puis, nous avons les différents paramètres qu'il faut introduire au niveau du pacemaker. Et donc, comme nous l'avons dit, la programmation, elle va tout à fait différer en fonction, s'agit-il d'un bloc auriculo-ventriculaire complet ou d'une dysfonction sinusale. Et on va voir les deux. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est le mode. Quel mode on va programmer? Et donc, lorsqu'on est dans un bloc auriculo-ventriculaire, le patient, de toute façon, il sera stimulé la majorité du temps au niveau de son ventricule. Et donc, le mode, ce sera un mode DDD. Et comme son nom l'indique, le premier D, il indique que les deux cavités oreillettes et ventricule sont euh, capables d'être stimulées. Le deuxième D, il indique que le pacemaker, il écoute à la fois l'oreillette et le ventricule. Et le troisième D, le dernier, il veut dire que le pacemaker, il va à la fois fonctionner en mode tracking, ça veut dire il va suivre la fréquence atriale sinusale des patients, et plus le mode inhibé, ça veut dire que lorsqu'elle va écouter une activité spontanée au niveau de l'oreillette, au niveau du ventricule, il ne va pas délivrer de pacing au niveau des ventricules. La troisième chose, l'automode switch, le mode switch ou le mode commutatif, il va être au mode on. Et c'est quoi le mode switch? Le mode switch ou le mode commutatif, c'est lorsque le patient il va faire une tachycardie atriale, une fibrillation atriale ou un flotteur atrial. Par définition, si le tracking est fonctionnel, le ventricule il va stimuler à la même fréquence ou à la fréquence maximale des trackings qu'on trouve ici, par exemple à 130 au niveau des ventricules. Mais lorsqu'on est en mode switch, ça veut dire que lorsque la fréquence atriale va dépasser une valeur qu'on va régler, en général c'est aux alentours de 180, 160, 180, le pacemaker il va switcher de mode, il va passer en mode DDI. Et ceci veut dire que le pacemaker il va stimuler à une fréquence euh, au niveau ventriculaire dissociée de l'activité atriale. Est-ce qu'on a besoin de régler l'asservissement lorsque le patient est en BAV complet? Non, si la fonction sinusale est correcte, ça veut dire que le patient n'a pas d'insuffisance chronotrope, ça veut dire que sa fréquence cardiaque il va augmenter de façon normale lorsqu'il fait un effort et par conséquent, c'est l'activité de l'oreillette qui va dicter la stimulation au niveau du ventricule et donc il n'aura pas besoin de ceci. Troisième chose qu'on va régler, c'est la fréquence minimale, ça veut dire la fréquence maximale des senseurs avec la fréquence maximale des tracking. Et ça, c'est des détails, donc je pense qu'on ne va pas entrer là-dessus. Mais sachez que dans ce cas particulier de BAV complet, les deux, ils peuvent être la même chose. Et la fréquence maximale également, il est calculé en fonction de l'âge des patients lorsqu'il est en insuffisance chronotrope. On va voir l'exemple dans quelques instants. Par la suite, on va programmer le délai AV et en général, le délai AV, nous avons deux types de délai AV. Vous voyez ici que nous avons le délai AV détecté et le délai AV lorsque nous avons une activité atriale stimulée et lorsque nous avons une activité atriale spontanée. Et pourquoi cette différence entre les deux? Tout simplement parce que
Lorsque l'activité atriale est spontanée, il y a un retard de détection parce que la sonde elle est en général placée au niveau de l'auricule droit et donc c'est un peu de retard au niveau de la détection de cette activité sinusale qui est souvent 30 à 40 millisecondes de moins par rapport lorsqu'il est pacé au niveau des délais AV. Troisième chose, c'est qu'on va mettre euh, le pacemaker, ça veut dire le délai AV, on va activer une option qu'on appelle l'option de rate adaptive. Ça veut dire que le délai AV, elle va être sensible à l'effort et en mode à l'effort et donc il va être se raccourcir lorsqu'on l'effort. Cette option est très pertinente lorsqu'on a une resynchronisation cardiaque, mais lorsqu'on a un patient qui est stimulé tout le temps, donc pas la peine au dépendant, pas la peine d'allonger le délai AV de toute façon, il sera stimulé et on n'a pas de rythme sous-jacent. Troisième chose, qu'on peut régler au niveau du pacemaker, c'est la PVARP. Et c'est quoi cette PVARP? Vous connaissez que dans un pacemaker double chambre, nous avons une sonde qui est placée au niveau de l'oreillette et une sonde qui est placée au niveau du ventricule. Et lorsque le ventricule il va stimuler le ventricule, la sonde atriale, puisqu'au niveau de l'auricule, qui a un rapport anatomique très étroit avec le ventricule, il va parfois sentir par ce qu'on appelle en anglais le far field de l'activation ventriculaire. Et c'est pour cette raison que pendant cette période de stimulation euh, et de réponse de capture ventriculaire, on va fermer l'œil de la sonde atriale pendant cette période pour ne pas détecter des choses qui n'existent pas ou pour ne pas détecter le cas échéant une activité rétrograde qui va passer par le nord auriculo-ventriculaire et dans le cas échéant, il va donner ce qu'on appelle les tachycardies de réentrée électronique ou les PMT, Pacemaker Mediated Tachycardia. Et puis, la chose également qu'on va aller régler, c'est le blanking et que vous voyez que l'avantage de cette plateforme Medtronic, c'est que la plupart de ces paramètres, elles sont réglés de façon correcte en nominal, ça veut dire en configuration design, donc on n'a pas besoin de trop changer des choses par rapport à la configuration de l'usine. Et puis par à la fin, on va aller régler l'amplitude. Et là, nous avons deux options. Soit on va régler euh, de façon moniteur, ça veut dire que c'est une façon manuelle de régler l'amplitude en fonction du seuil qu'on va tester, ou carrément on va faire ce qu'on appelle la capture management, ça veut dire c'est de l'auto-capture, ça veut dire que c'est le pacemaker lui-même qui va tester les seuils de stimulation et en fonction, elle va adapter ceci en fonction de ce qu'elle a retrouvé. Donc, grosso modo, c'est la stimulation, la configuration pour un pacemaker en BAV complet. Voilà comment on va programmer. On va faire attention au mode DDD. L'asservissement n'est pas très important dans ce cas lorsqu'on a un BAV. L'automode switch, là, il est important pour prévenir le tracking des tachycardies et des fibrillations atriales. Le délai AV, il est à 150 en général. On l'active l'option qu'il va suivre, se raccourcir à l'effort qu'on appelle rate adaptive. Et après, on va garder la PVARP en auto. Le blanking, on va le mettre en partial ou partial plus. Et l'amplitude, en général, on peut la garder en auto-capture, au capture management, de façon... euh, et il faut remarquer que de façon nominale, le pacemaker polarité, il va être en bipolaire et la sensibilité en bipolaire. En général, on préfère que la sensibilité soit toujours en bipolaire, mais la polarité des pacing, on peut parfois changer en unipolaire si on est dans des centres qui n'ont pas l'habitude de voir des patients avec des pacemakers pour reconnaître que c'est bel et bien c'est un patient qui a
qui est un pacemaker en unipolaire fonctionnel ou pas. Et puis, il faut savoir que lorsqu'on parle au niveau de la sensibilité de bipolaire dans cette partie, ça veut dire qu'elle est adaptive, ça veut dire qu'elle est contrôlée par l'appareil, ça veut dire qu'elle est dynamique, c'est l'équivalent un peu des sensibilités qu'on retrouve au niveau des défibrillateurs automatiques implantables. Voilà. Cette première partie, nous avons vu on va programmer un patient en BAV. Et en deuxième partie, on va voir comment on va programmer un patient qui est en mode aux dysfonctions sinusales. Tout à l'heure, nous avons dit que lorsqu'on avait un BAV, on veut que le patient soit stimulé tout le temps au niveau du ventricule. Là, le contraire. Le problème, on est au niveau de l'oreillette et non pas au niveau du ventricule. Et donc, on veut que le patient ne soit pas vraiment stimulé en ventricule sauf cas de besoin. Et donc là, on va le mettre en mode, ce qu'on appelle un mode en pacemaker, c'est le Management Ventricular Pacing ou le mode MVP, l'abréviation le nomme. Et donc, si en général, c'est un patient qui va être stimulé tout le temps en AAI, ça veut dire que c'est uniquement l'oreillette qui va être stimulée. Mais lorsqu'elle va détecter qu'il y a un allongement des délais AV ou qu'il y a des ondes P qui sont bloquées, le pacemaker lui-même, sans l'intervention d'un tiers, d'un médecin, d'un jeune ingénieur, il va switcher en mode DDD. Et là, vous comprenez que c'est un mode qui va permettre d'économiser la stimulation au niveau du ventricule. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le mode AAI, mode DDD, le R là, on doit le mettre en mode on, ça veut dire que ça va être un mode DDR. Pourquoi? Parce que en général, les patients qui ont une dysfonction sinusale, un bloc sinoatrial, ou des pauses sinoatriales, souvent, ils ont une maladie associée qui s'appelle l'insuffisance chronotrope. Ça veut dire que leur fréquence cardiaque n'augmente pas avec l'effort et c'est pourquoi il faut activer ce mode qu'on appelle le mode asservissement qui va permettre d'augmenter la fréquence cardiaque et le cas échéant, il va en fonction de l'effort que le patient il va fournir. Deuxième chose, il faut activer le mode switch comme tout à l'heure pour éviter que le ventricule soit stimulé à tort lorsqu'il va suivre une activité atriale ventriculaire, une fibrillation atriale, tachycardie atriale. Ici, il y a une différence entre le, le- la fréquence des tracking maximales, par exemple 70, mais que la fréquence avec le sensor, elle va dépendre des patients. On va voir est-ce qu'un patient c'est un coronarien qui a des myélines stents, est-ce que c'est un patient qui a besoin de bêta-bloquants, etc. Et donc là, la fréquence, elle va dépendre vraiment des patients. Est-ce que c'est un patient qui est jeune et donc il a besoin d'une fréquence à peu près au-delà de 150, 140. Et donc là, c'est des détails que c'est le médecin qu'elle va régler. Et puis, il faut savoir également qu'au niveau des délais AV, tout à l'heure, dans le BAV, on mettait les délais AV un petit peu plus courts. Là, il faut mettre les délais AV un peu plus longs parce qu'on ne veut pas stimuler le ventricule. Il faut mettre cette option tout à l'heure qui était pertinente. Là, elle devient euh, euh, un peu naïve de mettre un patient en rate adaptive pour soi parce que le patient, il va être stimulé et c'est la chose qu'on ne veut pas euh, pour ce genre de patient. La troisième chose, c'est la PVARP. On va la mettre un peu plus longue hein, pour éviter, et avec toute l'option de PMT on. Pourquoi? Parce qu'il a une activité du nœud auriculo-ventriculaire qui est intacte et donc il va recevoir, s'il est stimulé au niveau du ventricule, il va recevoir des ondes pérétrogrades qui vont être détectées par la sonde atriale. Et ça peut également faire entrer facilement le patient en tachycardie périentrale électronique. C'est pourquoi il faut mettre une PVARP soit en automatique, soit plus longue, minimum à 300 millisecondes, 310 millisecondes dans ces cas. Et puis, il faut mettre le blanking en partial, partial plus. Et puis, les autres paramètres, c'est pareil. Ça veut dire que on va mettre de préférence les patients qui sont en capture management ou on va mettre la sensibilité en bipolaire. Ça veut dire au mode adaptif, c'est-à-dire que c'est une sensibilité qui n'est pas fixe durant le cycle, euh, mais c'est une sensibilité qui est un peu, euh, qui va changer au cours des cycles pour éviter la détection des ondes de T et également pour
et trop plus basse en fin de cycle. Donc, grosso modo, ça, c'est un peu comment on va programmer ces patients en interface métronique. Et pour, d'un côté, s'habituer avec l'interface métronique. Mais on va passer tout à l'heure, on va un petit peu travailler sur un stimulateur des pacemakers métroniques. Ça veut dire si on va faire un suivi d'un patient qui est suivi pour un pacemaker, qu'est-ce qu'on va voir et comment on peut un peu régler les problèmes. Donc, en général, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à cette première page. Comment y accéder? C'est le checklist là. C'est le résumé des datas là qu'on va voir. Et ce résumé des datas, il va nous donner plusieurs renseignements. Le premier renseignement qu'il va nous donner, c'est le renseignement là, au niveau de l'écran en haut, il va nous donner, par exemple, un patient qui est en BAV et qui est avec implanté par un pacemaker double chambre. Vous voyez ici au niveau de l'ECG, on voit qu'il y a un onde P, puis un QRS, onde P, puis un QRS. Et vous voyez ici que vous avez des AS et des VS. AS, ça veut dire qu'il y a une activité atriale spontanée et qu'il y a une activité ventricule spontanée. Pour l'instant, sur ce strip-là, on peut dire que le patient n'est pas stimulé. Ça, c'est la première chose qu'on va regarder. Et puis par la suite, on peut passer pour voir un peu la longévité de la batterie. Et vous voyez ici que le pacemaker, il affiche une longévité de batterie qui est un peu de 12,4 ans. Et donc, c'est quelque chose de très suffisant. Donc, je pense que c'est un patient qui est récemment implanté. Et puis, nous avons par la suite une idée rapide. On va voir ici trois courbes. La première courbe, c'est une courbe d'impédance. Et que vous voyez qu'il y a des courbes qui sont stables et qu'on va voir ici que les dernières valeurs affichées, en général, c'est les derniers du jour même de la télémétrie, les jours même de l'interrogation, on voit que nous avons une valeur de 399 et c'est 127 au niveau de l'oreillette et des ventricules respectivement. Mais est-ce qu'il faut savoir qu'il y a des valeurs et des cutoffs qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas dépasser. Et donc, cette valeur ne doit pas être inférieure à 200 et ne doit pas excéder les 2000. Si nous avons une impédance supérieure à 2000, ça veut dire que très probablement nous avons une fracture au niveau des conducteurs de la sonde. Et si vous avez une impédance qui est inférieure à 200, souvent c'est un problème de l'isolant, l'insulation de la sonde qui est un peu trouée lorsqu'on était en train de faire des nœuds pour fixer la sonde. Et ça, c'est une perte d'énergie pour cette sonde. Troisièmement, vous voyez qu'il y a du seuil. Et les seuils en général, on va les représenter par deux chiffres. Vous avez au niveau de l'oreillette, c'est un peu 0,8 fois 0,4 millisecondes parce que vous avez un voltage, vous avez une durée. Et c'est la même chose qu'on trouve ici au niveau des ventricules. Et il faut voir ici qu'il y a une petite remarque très importante que les seuils étaient un peu élevés dans le dans le premier mois après l'implantation, puis nous avons une diminution progressive après, nous avons une stabilisation. Vous avez ici une amplitude de l'onde A parce que le patient il est dépendant et donc on n'arrive pas à mesurer une onde R au niveau de ventricule parce qu'il est très très dépendant. Et vous voyez ici que vous avez une onde est aux alentours de 2,8 qui est stable au fer de temps. Donc ça, c'est du côté gauche. Du côté droit, on a le droit des renseignements comme le mode qu'on a programmé, que la fréquence minimale, la fréquence maximale des tracking, le pourcentage de pacing au niveau des ventricules. Vous voyez ici que le ventricule il est stimulé 99,6%. Ça ne veut pas dire ça que le patient est là, une activité spontanée de 0,4, probablement il fait des extrasystoles ou quelque chose comme ça, ventriculaire, qui sent que le pourcentage n'est pas à 100%, et que vous voyez, même au niveau de l'oreillette, elle est stimulée dans 33,4%. Donc ça veut dire, même au niveau de l'oreillette, il y a une activité qui a besoin. Là, vous avez le mode MVP, il est en off, donc par la suite, on aura besoin de le réactiver et que vous avez qu'il n'y a pas d'observation particulière et que le patient ici, vous voyez, et on peut voir
quel épisode d'arythmie il a fait. Ici, l'appareil, il détecte une activité de tachycardie ventriculaire, etc. Alors, je ne vais pas voir tout ce qu'on peut faire comme test, mais je vais montrer comment accéder. Donc, vous avez ici la partie paramètres, on l'a vu ensemble là, comment on va programmer, et vous l'avez vu tout à l'heure. Par la suite, il y a la partie qu'on appelle la partie test. Et dans le test, donc, le plus important, c'est le test des thresholds, c'est le test des seuils qu'il faut vérifier. Donc là, nous avons à droite, à gauche, qu'on peut changer deux choses, soit on peut faire un test en amplitude, test en durée d'impulsion. En général, on va utiliser l'amplitude parce que c'est le plus commun. On peut changer la cavité qu'on veut tester. On va commencer par le ventricule, par la suite, on va passer à l'oreillette. Et si on est débutant, on peut voir le nombre de pulsations. Si on vient de commencer l'activité de pacing, ce que je rencontre généralement à mes élèves, c'est de commencer par 5 pulsations, hein. Vous aurez le temps de s'habituer avec l'écran, etc. Par la suite, si vous avez l'habitude, vous pouvez faire une seule impulsion. Dans certaines plateformes, ça devient plus facile. Et puis là, c'est des paramètres qui sont provisoires et à côté, vous avez les paramètres permanents qui vont permettre un peu de changer ces choses-là. Vous voulez changer la PVARP, vous voulez changer le blanking, etc. Tout ça, c'est des choses pacemaker. Puis, lorsqu'on fait, par exemple, ça, on peut démarrer avec une amplitude, par exemple, on sait que le patient il est déjà stimulé à 2, donc on peut démarrer, on sait qu'un seuil qui est moins de 1, on peut démarrer à 2, à 3, etc. Et puis, si on choisit, par exemple, ici, de démarrer le test à 3, par exemple, on va aller presser ici et garder le doigt sur ce bouton-là. Et en haut, au niveau de l'écran, ici, vous avez à voir affiché que vous avez des QRS et que vous avez, après chaque spike, vous avez un KRS. Là, on peut changer le mode et en général, lorsqu'on va travailler le ventricule, on va changer en mode VVI. Et lorsqu'on veut faire l'oreillette, et si le patient est dépendant, on va le faire en mode DDD, en mode DDI, beaucoup plus clair par rapport à ça. Il faut faire attention au niveau des EGM. Donc, voici comment on fait pour accéder à ces différents tests. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure qu'on va voir les différentes marques, vous allez comprendre comment ça se passe parce que c'est à peu près la même chose. Les impédances, on peut juste faire ici une actualisation des mesurements et donc ça va nous donner les valeurs qui étaient affichées. Lorsqu'on veut voir les courbes, on va aller dans ce parti-là qui va nous donner ce plot-là qui va nous donner qu'est-ce qui se passe en termes d'impédance. Lorsqu'on veut faire, par exemple, le sensing, là, on va aller voir en mode DDD. En général, on ne fait pas de test de sensibilité de la pratique courante. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut aller voir qu'est-ce qui se passe en termes de l'onde P et quelle est l'amplitude de l'onde R. Et si on veut voir leur tendance, ici, par exemple, l'onde R, parce que le patient est dépendant, donc elle est non applicable, mais si on change en onde P, on va voir qu'il a une courbe d'impédance qui est stable, qui n'a pas d'augmentation en général, et donc dans ce cas-là, on n'a pas grand-chose. Donc voici grosso modo comment on réalise les tests. Si on veut faire ici un rythme spontané sous-jacent, on va mettre cette fréquence par exemple qui est à 60 là, on va la mettre à fréquence à 30 par exemple pour avoir un backup et puis on va faire ça et stimuler et garder le doigt sur ce bouton jusqu'à qu'on arrive à avoir un rythme spontané. En général, ces patients-là n'ont pas d'activité spontanée parce qu'ils sont vraiment très dépendants, stimulés pendant longtemps. Et puis par la suite, on peut aller voir quelques d'autres paramètres. Par exemple, si on veut voir est-ce que nous avons des alertes, est-ce que nous avons des arythmies associées, comme vous le voyez ici, on peut avoir est-ce que le patient fait des fibrillations atriales associées. Là, vous avez par exemple, le patient, il a fait ici une tachycardie. Euh, vous voyez ici que vous avez une tachycardie probablement ventriculaire. On peut aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'EGM de cette tachycardie. Et là, ça entre un peu dans un domaine spécialisé des rythmologues ou des électrophysiologistes qui suivent ces patients qui ont besoin de voir ça. Comme vous voyez ici que nous avons une tachycardie ventriculaire ici au niveau du résumé qu'on va trouver la même chose directement au niveau de la première page. Et ça va nous montrer qu'il y a une facilité d'accès, bien que Medtronic
Et ils n'enregistrent pas les épisodes qu'après 10 secondes de leur début. C'est un problème qui est en généralement sur les anciennes plateformes posaient un problème parce qu'elles consommaient beaucoup de batterie. Mais je pense que les nouvelles plateformes qui vont venir, ce problème il a été réglé comme ça a été attesté par les ingénieurs de Medtronic. Puis nous avons ce qu'on appelle les histogrammes là. On peut voir, hein, vous voyez tout à l'heure ici qu'au niveau des rythmes atriales là, vous voyez que ce patient avant, il n'était pas vraiment très, il avait une fréquence stimulée qui était fixe. Là, c'est lorsque on n'a pas vraiment programmé, c'était le 19, c'est le jour de l'implantation, le patient était en études soins intensifs, il n'a pas trop bougé. Il n'a pas trop bougé et donc il a fixé, mais quelques mois par la suite, on voit que nous avons un aspect en escalier et ça, c'est l'aspect typique d'un patient qui est en mode asservissement et qui fonctionne très très bien. Ça, c'est d'un côté. Et puis, nous avons ça, si vous voulez voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau c'est un patient, par exemple, ici, vous avez des options complémentaires en termes de l'optivol. Si vous avez un patient qui a une insuffisance cardiaque et qui est inserté, on peut voir est-ce que le patient vraiment il passe en insuffisance cardiaque, est-ce qu'il a besoin d'un ajustement en traitement. Et ça, c'est le médecin qui va le faire. Et je pense qu'on a à peu près vu la plupart de ces parties-là. On peut changer là, on peut changer les incidences, les UGM qu'on veut voir. Euh, et ça, c'est très important pour ces patients-là. Si on va, par exemple, je pense qu'on a à peu près vu, on peut, vous voyez ici, c'est le tableau global, puisqu'on peut voir au niveau de ces parties-là, mais finalement, on peut choisir juste une dérivation au sujet, deux dérivations, une correspond à l'oreillette et l'autre correspond au ventricule, et ça permet de faire le maximum de travail. Et je pense qu'on est arrivé à la fin de cette session. Et merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.